on a en complément de la recharge en roulant des fonctions de véhicule autonome, de conduite autonome, non seulement le poids lourd n'a pas besoin de s'arrêter pour son énergie, parce qu'il se recharge en roulant, mais il n'a pas besoin de s'arrêter non plus pour les cycles de conduite réglementaires. Donc là, en termes de performance opérationnelle pour un logisticien, c'est imbattable. Et j'ai avec moi Pierre Delègue, le directeur de la mobilité connectée et autonome pour Vinci et pour Léonard. Bonjour Pierre, comment allez-vous ? Bonjour Yann, très bien. Un salon assez frugal en solutions, en réflexion. Et puis, le fait de vous avoir ici, on va pouvoir parler, alors évidemment, du futur des véhicules utilitaires et des poids lourds. Alors un futur pas si lointain apparemment, avec la possibilité de poids lourds autonomes. Mais d'abord, peut-être un petit panorama de ce qui se passe aujourd'hui sur le véhicule autonome en France et ailleurs. Il y a différents types de véhicules. Déjà, il y a les robotaxis. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 10 000 robotaxis, essentiellement en Chine. Une vingtaine de villes en Chine ont des services commerciaux, une dizaine de villes aux États-Unis, et ça arrive dès cette année en Europe. Les projections disent qu'à la fin de l'année, on serait passé de 10 000 à 20 000. Donc c'est important. Néanmoins, il y a quasiment 40 millions de taxis dans le monde. Donc c'est important, toute proportion gardée. Ça, c'est le secteur qui se développe le plus rapidement et qui est vraiment plus au stade du prototype, mais vraiment au stade commercial. Ensuite, il y a les navettes. Les navettes autonomes qui peuvent faire entre 5 et 15 places. C'est un secteur très présent également. Il y en a à peu près 7000 dans le monde et c'est une spécificité européenne. La plupart de ces navettes autonomes sont en Europe. Il y en a aussi aux États-Unis, un peu au Japon, un peu en Chine. C'est ça, je pensais au Japon également, où il y avait une grosse communication là-dessus. Absolument. Mais l'Europe se concentre essentiellement sur les navettes autonomes. Et puis après, il y a le véhicule particulier. Le véhicule particulier aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'on appelle du niveau 2. Donc, ce n'est pas de la délégation de conduite, ce n'est pas du véhicule autonome, c'est de l'assistance à la conduite. Beaucoup de constructeurs ont ça. Et il y a quelques véhicules de niveau 3, donc avec la vraie délégation de conduite. En Europe, dans le monde, on va dire, il y a Mercedes, Honda, BMW. En Chine, il y avait beaucoup de véhicules qui étaient quasiment de niveau 3, mais jusqu'à récemment, il n'y avait pas la réglementation qui autorisait à vendre ces véhicules en tant que niveau 3. C'est chose faite depuis décembre de l'année dernière, donc moi je m'attends à une vague de véhicules particuliers de niveau 3 en Chine dès cette année. Mais les véhicules des marques Tesla, Xpeng, etc. ne sont pas de niveau 3 ? Non, c'est du 2+, 2++. Le conducteur est toujours dans la boucle de contrôle. Il doit parfois ne plus avoir les mains sur le volant. Il peut ne plus avoir les mains sur le volant, mais toujours les yeux sur la route. Donc ça, c'est de la super assistance à la conduite, mais ça reste de l'assistance, c'est pas de la délégation de conduite. Et ces fameux robotaxis, en fait, on comprend assez intelligemment l'usage, qui est de se dire que plutôt que d'avoir un chauffeur qui est toute la journée dedans, qui d'un côté pour les plateformes représente un certain coût et de l'autre côté pour lui-même pourrait avoir une activité qui parfois peut être plus agréable parce que c'est une activité très dure. Là, on propose le côté véhicule autonome. Vous avez dit que ça arrive en Europe. Dans quel pays ? Waymo arrive dès la fin de l'année à Londres. Et on doit imaginer les voir arriver bientôt en France. Vous pensez que ça fonctionnera en France ? Il n'y a pas d'annonce encore pour la France. Ce qu'on voit, c'est que ça va arriver dans beaucoup de villes, notamment via des partenariats avec des grands acteurs du VTC comme Uber. Uber noue des partenariats avec tous les leaders du véhicule autonome, Waymo, mais pas que. Et donc, c'est via Uber, via ces plateformes-là qui sont évidemment omniprésentes dans tous les pays, que ça va arriver. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il y a le côté technologique qui est très impressionnant. On comprend même l'usage économique, mais malgré tout, on parle de centaines de milliers, ne serait-ce que pour la France, de chauffeurs qui ont une activité aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que ce sera si simple à implémenter en France, ne serait-ce que par le volet social. Non seulement ce ne sera peut-être pas simple, mais il faut bien réfléchir à l'intérêt. La technologie pour la technologie, c'est peut-être intéressant, mais en tout cas, nous, chez Vinci, c'est pas ce qui nous intéresse en priorité. L'approche européenne, pour simplifier, c'est quand même de partir du besoin du territoire, du besoin de mobilité du territoire, de l'AOM, de la collectivité, et de trouver des solutions en face de mobilité. Donc ça doit vraiment répondre à un besoin terrain de mobilité. L'approche robotaxi, peut-être à la Waymo, c'est une approche Silicon Valley. C'est une approche, j'ai une nouvelle technologie, je trouve des investisseurs privés qui trouvent ça excitant, qui mettent des milliards sur la table. Et ensuite, il faut que je récupère mon investissement. Et donc là, je lance des robotaxis. Alors justement, les navettes autonomes, il y a quand même une part de la solution qui se trouve pour les entreprises, avant même d'arriver sur le véhicule utilitaire ou le poids lourd, sur lequel, bien entendu, j'ai pas mal de questions, mais il y a un gros usage pour
tous les collaborateurs des entreprises, notamment dans les zones peu desservies, ce qu'on appelle les zones blanches en termes de mobilité. Oui. Est-ce qu'on peut voir arriver en France des navettes autonomes qui vont permettre de réunir une vingtaine de collaborateurs pour les emmener à peu près autour de la bonne zone, puis ensuite les redéposer de manière plus individuelle ? Oui, absolument. Il y a pas mal de services de navettes autonomes qui se déploient en France au sein d'entreprises, typiquement sur une grande zone fermée, un grand campus là, pour déplacer des employés à l'intérieur de ces zones-là. C'est évidemment un cas d'usage intéressant, mais aussi dans des zones peu denses, des zones rurales, où là, l'offre de mobilité est inexistante parfois. Il n'y a rien, il n'y a pas de bus. Et donc là, avoir des petites navettes autonomes, flexibles, parfois même à la demande, permet d'accéder d'offrir un service là où il n'y en a pas, là où parfois les gens s'appuient sur le taxi. Donc là, avoir des services de navettes autonomes pour désenclaver ces territoires, c'est évidemment intéressant. Il y a en France des expérimentations comme ça. Ça me fait penser à une entreprise qui ne le fait pas en autonome pour le coup, c'est Padam Mobility, Oui. J'imagine que vous connaissez, qui eux font cette logique-là de navette transport à la demande, donc un peu un mix qui fait comme des lignes de bus, mais avec plutôt des vannes, sur des endroits peu desservis, qui permettent justement de dire, grosso modo, moi je suis à tel point très précis, l'autre à tel point très précis, à tel point très précis, et la navette va se rapprocher sans aller exactement au bon endroit, tout en restant à peu près sur une ligne. Ça, en fait, ça peut être la base sur laquelle va s'appuyer le véhicule en navette autonome collective ? Oui, ces services-là peuvent s'appuyer sur les technologies autonomes. Et ça, c'est des modes d'usage nouveaux. Ça fait vraiment partie des nouvelles mobilités à la demande qui sont tout à fait complémentaires de services à horaires fixes. On a dans certains territoires des services de bus. Nous-mêmes, on a des services de bus sur l'autoroute parce qu'on favorise les usages collectifs de l'autoroute. Et donc, on a des bus à horaire fixe. Et là, il est intéressant d'avoir des navettes autonomes en complément, donc dans un mode à la demande, pour venir compléter ces horaires fixes. Comme ça vraiment complète l'offre pour l'usager. Donc, vraiment, le à la demande propose un nouveau type de mobilité, plus intelligent, plus customisé aux vrais besoins de mobilité du territoire. Nous, on le fait sur l'autoroute, mais évidemment, c'est valable pour les territoires peu denses également. On va aller encore un cran un petit peu plus loin technologiquement parlant, puisqu'on parle de véhicules autonomes. On apporte là-dedans le poids lourd, le poids lourd électrique, et Vinci a développé une technologie qui s'appelle Charge as you drive. En le traduisant, je pense qu'on le comprend très bien, on charge pendant qu'on conduit, ce qui veut dire que le poids lourd peut, via une route électrifiée à induction, un peu comme si je pose mon téléphone sur le chargeur à induction, pendant que le poids lourd roule, il se charge, si j'ai bien compris, 2 km pour 1 km roulé. Oui. Et donc tout ça va venir potentiellement, dans votre vision, se mixer avec du poids lourd autonome. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? L'automatisation, il faut voir ça comme une tendance transverse. Demain, l'automatisation pourra aussi toucher tous les segments de la mobilité, y compris le poids lourd. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans certains pays. Aux États-Unis, il y a des sociétés qui développent des solutions de mobilité autonome pour les poids lourds. Et déjà, certains grands trajets de poids lourds, des classes A, des gros poids lourds, qui évoluent sur l'autoroute en mode autonome. Donc l'autonomie, ça concernera aussi le transport de marchandises, et c'est même par certains égards plus simple le transport de marchandises, notamment en termes de sécurité. Un bus autonome ou une navette autonome qui transporte 12 personnes, quand on transporte du cargo, en termes de sécurité, de niveau sécurité, c'est toujours un peu plus facile. Voilà, juste une petite introduction. Et en effet, nous, chez Vinci Autoroute, on a un projet auquel vous faisiez référence de recharge par induction dynamique sur l'autoroute. Donc pouvoir se recharger en roulant sur l'autoroute. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de ne plus avoir à s'arrêter pour se recharger. Et c'est là que l'autonomie peut être intéressante parce que si on n'a plus besoin de s'arrêter pour se recharger, il serait quand même dommage de devoir s'arrêter pour les cycles de conduite réglementaires qui imposent aux chauffeurs de s'arrêter toutes les 4h30 pour faire une pause. Et donc là, si on a en complément de la recharge en roulant des fonctions de véhicule autonome, de conduite autonome, non seulement le poids lourd n'a pas besoin de s'arrêter pour son énergie, parce qu'il se recharge en roulant, mais il n'a pas besoin de s'arrêter non plus pour les cycles de conduite réglementaires. Donc là, en termes de performance opérationnelle pour un logisticien, c'est imbattable. On a un poids lourd qui évolue indéfiniment. Alors j'ai 2 questions là-dessus. D'abord, si j'ai bien compris, on parle quasiment d'une boucle infinie du poids lourd électrique, puisqu'il s'arrêterait quasiment jamais, sauf aux entrepôts pour décharger, charger. La deuxième question, en termes de modèle économique, comment on fait ? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai comme un badge télépéage, mais j'ai un badge
télérecharge qui me permet de savoir, voilà, vous avez rechargé pendant 400 km en roulant, donc c'est payé tant, puisque aujourd'hui, quand je vais à la borne de recharge, je vais mettre le câble et puis ça va durer un certain temps ou je vais tirer un certain nombre de kilowattheures. Comment ça fonctionne ? Oui. Sur la durée d'opération infinie, oui, il y a un rayon d'action infini tant qu'on est sur une infrastructure qui est équipée. C'est comme le train. Le train, tant qu'on est sur les rails, il n'y a pas de limite d'autonomie, vu qu'on récupère l'énergie en roulant. Donc il n'y a pas d'autonomie intrinsèque au véhicule. Voilà. Donc c'est la même logique. Si on est sur une infrastructure équipée, il n'y a plus de contraintes d'autonomie. Il y a un rayon d'action infini. Et puis après, sur le modèle économique, un système qui permet de recharger des véhicules en roulant, c'est comme une borne. Qu'est-ce qu'on consomme ? Du kilowattheure. C'est ça qu'on transfère au véhicule. Et donc, il y aura une facturation forcément au kilowattheure. C'est ça qu'on consomme. Il faut voir ces systèmes-là finalement comme une grande borne. C'est une borne intégrée dans la route, linéaire, mais il n'y a aucune raison qu'on facture différemment. Donc on a déjà dans notre système la possibilité, dans le système de management, le software du système, la possibilité d'identifier chaque véhicule et de savoir quelle consommation ils consomment et ils tirent de la route pendant leur trajet. Donc après, il suffit de déterminer un tarif au kilowattheure, exactement comme une borne. À date, vous avez une expérimentation qui a fonctionné sur l'autoroute A10, sur un tronçon d'1,5 km. Est-ce qu'on se parle d'un projet qui verra le jour en 2050 ou est-ce qu'on se parle de quelque chose de vraiment proche en termes de temps ? Vous avez raison, là, le projet à date, il est que de 1,5 km, donc il n'y a pas de service. C'est beaucoup trop court pour fournir un service. Donc c'est un démonstrateur technique dont l'objectif était de s'assurer que ça fonctionne. Est-ce qu'il est possible de charger un poids lourd à pleine puissance, à pleine vitesse sur l'autoroute dans les conditions normales ? Ce n'est pas une voie dédiée, c'est le trafic normal de l'autoroute A10. La réponse est oui. Ensuite, les prochaines étapes, c'est évidemment un service commercial, dont des sections plus longues, des sections de quelques dizaines de kilomètres au moins. Ce qu'on voit en première étape après, c'est une section de quelques dizaines de kilomètres, en partenariat avec des logisticiens qui empruntent très régulièrement cette section, donc des flottes équipées pour être compatibles avec cette section, développer un premier service commercial. L'horizon de temps, ça pourrait être début des années 2030. C'est ça qu'on pourrait envisager. On parle de dans 5 ans, quoi, début des années 2030. Oui, dans 5 ans. Mais évidemment, en tant qu'autoroutier, nous ne sommes que gestionnaires de l'infrastructure autoroutière. Rappelons que les autoroutes en France, ça appartient à l'État, c'est le patrimoine de l'État. Et donc c'est à l'État concédant aussi de prendre ces décisions. Nous ne sommes que force de proposition, nous pouvons proposer des investissements, mais nous ne sommes pas propriétaires de cette infrastructure, nous ne sommes que gestionnaires. Donc il y a peut-être une opportunité, on va probablement repartir sur des nouveaux contrats, et donc ça sera l'occasion de regarder ce qu'il est possible de mettre dans ces nouveaux contrats. Peut-être que ça serait l'opportunité de proposer de nouveaux investissements, comme des réseaux de recharge dynamique sur l'autoroute. Merci beaucoup Pierre Delègue. Alors, retour vers le futur, mais pas si lointain que ça finalement. Espérons. Merci Pierre Delègue, Merci, directeur véhicules connectés et véhicules autonomes pour le groupe Vinci. Et puis très bonne visite ici, très bon salon Drive to Zero. Merci beaucoup, avec plaisir.